Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 2014 année mémorable au Burkina Faso, entre tragédie et révolte populaire, retour sur les événements qui ont marqué le pays des hommes intègres cette année. Visite d'État du président tchadien Idriss Déby Itno en Algérie. Au programme, le renforcement de la coopération et la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Et puis selon les derniers chiffres officiels, le virus Ebola a provoqué à ce jour le décès de 4 960 personnes, des victimes qui laissent derrière elles des milliers d'orphelins seuls face à leur destin. Mais avant de développer ces titres du ballon rond à la politique, George Weah, ancienne star internationale de football, a été élu sénateur au Libéria ce dimanche. Avec 78% des voix, le leader du Congrès pour le changement démocratique, principal parti de l'opposition, a largement dévancé Robert Sirleaf qui briguait également la circonscription de Montserrado. Selon certains observateurs, l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays aurait joué en la faveur de George Weah. Il faut dire que ce dernier est particulièrement engagé dans le combat contre la maladie. Le Burkina Faso vient de vivre l'une des années les plus mémorables de son histoire, du crash d'Air Algérie à la chute de Blaise Compaoré. Les Burkinabés seront passés par toutes les émotions, mais c'est surtout le 30 octobre dernier, date de l'insurrection, qui restera sans conteste l'événement majeur de 2014. Retour sur les faits marquants avec notre correspondant sur place, Wendiam Valentin Compaoré. L'année 2014 au Burkina Faso a été incontestablement marquée par des troubles sociopolitiques avec pour corollaire une baisse de la croissance économique. Le 18 janvier 2014 marque le premier grand rassemblement politique de l'opposition pour contester la volonté de la modification de la Constitution, volonté affichée par l'ancien président du Faso. Le 30 octobre, à l'appel de l'opposition politique et une partie de la société civile, les populations prennent d'assaut l'Assemblée nationale pour empêcher la modification de l'article 37 de la Constitution. C'est ainsi que le 31 octobre 2014, suite à ce soulèvement populaire, le président Blaise Compaoré quittait le pouvoir après plus de 27 ans à la tête du pays des hommes intègres. Après d'âpres négociations, l'armée cède le pouvoir à Michel Kafando, qui promet d'apporter un souffle nouveau au pays. Le message du peuple est clair et nous l'avons entendu. Plus jamais d'injustice. Plus jamais de gabegie, plus jamais de corruption. Cette crise a eu un impact sur la croissance économique ainsi que les recettes fiscales du pays. Sur une prévision de 605 milliards, revue à 590 milliards, l'État ne pourra finalement mobiliser que 522 milliards de francs CFA. Vous savez que les investisseurs sont des gens qui anticipent. En observant la scène politique nationale, il y en a qui anticipent déjà et qui, on l'a remarqué surtout au niveau des importations, la cour des importations a sensiblement baissé. Selon la charte de la transition, le mandat du président Kafando prend fin le 17 novembre 2015. Les institutions de la transition mises en place, le regard est donc tourné vers les élections de 2015. Mais au sein de la population, la grogne sociale est toujours forte. Et pour le président du Conseil national de la transition, il faut une trêve sociale pour une transition réussie et apaisée. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, à savoir l'organisation des élections de 2015. Lors de cette insurrection populaire, 24 personnes ont perdu la vie et 625 ont été blessées. Des biens publics et privés ont été saccagés. Une situation qui a plongé plus de 5000 salariés au chômage. Le coût des dégâts est estimé à environ 200 milliards de francs CFA. Boko Haram poursuit son expansion. Le groupe islamiste a investi ce dimanche un camp militaire dans la localité d'Achi-Gachia, dans l'extrême nord du Cameroun. L'assaut aurait obligé les militaires à un repli après avoir tenté de s'opposer sans succès. Pourtant, l'armée camerounaise dispose dans la région de moyens conséquents, mais sont-ils adaptés à la situation? Élément de réponse avec Samuel Gembok, éditorialiste. Ce qu'il faut déjà saluer, c'est la victoire militaire que le Cameroun vient d'obtenir dans le camp militaire d'Achi-Gachia. Un élément important est à souligner quand même, c'est celui de l'activation de la composante air, ce que le Cameroun jusque-là n'avait pas encore fait depuis le début de la guerre contre Boko Haram. L'activation de la composante air est un élément essentiel, ce qui donne d'ailleurs un avantage stratégique décisif à la puissance militaire camerounaise face à Boko Haram, parce que
que Boko Haram ne dispose pas encore d'une composante aérienne. Donc Boko Haram est une nébuleuse, même si elle a une capacité militaire importante au sol, elle ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments nécessaires pour mener une guerre de cette intensité. Donc le Cameroun, en activant la composante aérienne, son aviation militaire, pour repousser et reprendre le contrôle du camp militaire d'Ashigashia, a effectué une analyse stratégique importante et a, sur le plan opérationnel, conduit une opération qui a justement porté ses fruits parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a repris le contrôle de ce camp militaire. Visite officielle d'Idriss Déby Itno en Algérie. Le chef de l'État tchadien est arrivé ce samedi à Alger où il doit s'entretenir avec son homologue, le président Abdelaziz Bouteflika. Au centre des discussions, la coopération bilatérale, mais aussi et surtout la lutte contre le terrorisme au Sahel. Guevanido. La lutte contre le terrorisme au Sahel occupe une place de choix dans les discussions entre les présidents Idriss Déby et Abdelaziz Bouteflika. Sur invitation de son homologue algérien, les deux présidents tenteront de trouver une solution à l'instabilité grandissante au Sahel, notamment en Libye, pays en proie à des conflits intenses depuis la chute du président Mouammar Kadhafi en 2011. C'est que la situation sécuritaire au niveau du Sahel et du Sahara d'ailleurs en général est marquée depuis un certain temps par l'émergence des groupes islamistes et des groupes terroristes. La mise en commun des moyens d'information, de renseignement et éventuellement la coordination des actions pourrait être bénéfique effectivement à terme dans la lutte contre ce terrorisme. La guerre contre le terrorisme s'est étendue au Sahel et à tout le Sahara à cause de la crise en Libye. Le 19 décembre dernier, les pays du Sahel ont appelé à une intervention militaire de l'ONU. Une déclaration qui n'a pas été du goût des autorités algériennes qui préconisent plutôt une solution politique interne. Les Libyens sont les seuls habilités à définir les fondements et les contours de la solution politique en dehors de toute forme d'ingérence étrangère. Nous avons une dette à l'égard du peuple frère libyen qui nous a soutenus durant notre guerre de libération nationale. C'est sous ce double prisme qu'il faut situer les efforts constants et persévérants que nous développons pour aider les parties libyennes à sortir de la logique de la confrontation armée et à faire prévaloir la voie du dialogue pour parvenir à une solution politique de cette crise qui dure depuis plus de 4 années. Cette visite qui prendra fin ce lundi permettra aussi aux deux chefs d'État d'analyser la nature de la coopération bilatérale qui les unit. Autre point au menu des discussions, les questions d'intérêt commun sur la scène internationale, notamment en Afrique. Ce sont les autres victimes du virus Ebola. Ils seraient 3500 à avoir perdu leurs parents à cause de cette épidémie. Des enfants qui ont besoin d'une assistance rapide, chose à laquelle s'attellent autorités politiques et organisations non gouvernementales. Idelaide Mirabel, Bissou. Un abri pour les enfants dont les parents sont décédés de la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est l'objectif que se sont fixés certaines actions de bonne volonté en Guinée. Au moins 3700 enfants de Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone ont perdu leurs parents à cause du virus Ebola depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Conakry, la capitale de la Guinée, ouvre de plus en plus les orphelinats. Mais la stigmatisation des orphelins par crainte de contamination ne favorise pas l'insertion sociale de ces derniers. Je suis une maman, j'ai aussi des enfants. Ces enfants-là n'ont plus de situation, ni père ni mère. Donc vouloir les voir dans la situation de détresse, ça ne va pas droit au cœur. Raison pour laquelle je les ai approchés pour faire mon mieux, afin qu'ils ne soient plus stigmatisés. Pour apporter de l'aide aux orphelins de la fièvre hémorragique Ebola, Agnès a transformé en orphelinat un vieux centre de fax et de photocopie à Conakry. Ici, les enfants reçoivent le soutien financier venu du secteur privé. Nous avons du riz et du thé, mais pas beaucoup. J'ai du mal à dormir parce que je n'arrête pas de penser à la personne que je vais devenir dans le futur. J'ai perdu ma mère et mon père et je ne pense pas faire grand-chose de ma vie. L'organisation de l'aide à travers les programmes sociaux d'éducation reste un handicap pour la pérennité des actions humanitaires à l'endroit des orphelins d'Ebola. L'épidémie Ebola, qui a tué plus de 4900 personnes en Afrique de l'Ouest, fragilise la sphère socio-économique de la sous-région. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.